Chers amis, bonsoir, vous êtes sur Paix et Guerre, nous sommes le 15 janvier 2025, c'est une 54e mondoscopie que je vous propose ce soir, je suis heureuse de vous retrouver. Je vous demande de liker, de partager, de vous inscrire à la chaîne, d'appuyer sur la cloche, d'appuyer aussi sur la cloche quand vous vous inscrirez, et j'espère fort nombreux, au Cercle Paix et Guerre pour avoir d'autres contenus, les clés du monde, le grand direct et d'autres encore qui viennent. Bref, faites tout ce que vous devez faire, voilà. Quant à moi, je pense qu'à l'heure où j'enregistre, il y a déjà une clé du monde qui est sortie justement pour les membres du Cercle Paix et Guerre. Tous les liens, c'est très facile, tout est en description de cette vidéo. Il y a donc une nouvelle clé du monde qui est sortie sur le Pakistan, la question du gaz, et de son programme de missiles balistiques aussi. Voilà, et ce que ça signifie, enfin, quels sont les acteurs qui sont dans ce jeu compliqué autour du Pakistan. Une seconde clé du monde arrive. Par ailleurs, ce week-end, probablement samedi, sortira un nouvel entretien géopolitiquement incorrect, donc sur la chaîne pour tout le monde, là, en public, que j'ai eu le plaisir d'avoir avec Jacques Sapir, très bon économiste, chevronné, notamment sur les questions russes. Et justement, je lui ai demandé de nous faire un panorama sérieux, détaillé, sur l'état réel de l'économie russe, parce qu'on entend tellement d'âneries, pour le dire gentiment, que ça m'a semblé nécessaire et intéressant pour vous. Alors, ce soir, 3 thèmes. D'abord, je veux revenir sur l'arrivée imminente de Donald Trump au poste de président des États-Unis et ce que cela peut signifier. On est peut-être, à mon avis, à la veille d'une autre bascule du monde, pas celle dont je vous parle depuis des années, mais une autre bascule, pas forcément en sens contraire, mais dans un sens différent. Une bascule dans le comportement de l'Amérique, et ça, il faut qu'on en parle, pour espérer peut-être sortir avec cette bascule de l'interminable jeu à somme nulle qui marque l'état d'esprit américain vis-à-vis du reste du monde depuis fort longtemps, trop longtemps. Deuxième point que j'aborderai ce soir, les conséquences de ce possible changement de pied pour l'Europe et pour la France. L'Europe en pleine panique, la France en plein contretemps diplomatique et stratégique. Bon, c'est un peu l'heure des factures à payer, mais il serait bon quand même de prendre un peu la mesure de ce qui se passe. Et puis, troisième point, les incidences au Moyen-Orient, toujours de cet éventuel changement de pied américain, et les derniers développements. Voilà. Alors, premier point, bah, en fait, nous vivons une époque formidable, comme dirait l'autre. Je voudrais commencer par une anecdote, mais en fait qui n'en est pas une, qui est à mon avis, qui a beaucoup de sens. Ça n'est pas un détail, ça n'est pas une manœuvre de diversion, ça n'est pas de l'enfumage trumpien. Donald Trump a retweeté il y a 3 jours sur un réseau social, Social Truth, très connu, une interview de l'économiste professeur de Columbia, ancien expert auprès des dirigeants russes de l'après-guerre froide, enfin, bon, une sommité, si vous voulez, en matière de relations internationales et en matière d'économie aussi. Jeffrey Sachs, que j'aime beaucoup, dont je partage absolument quasi tous les raisonnements. Et donc, Trump a retweeté, et donc Jeffrey Sachs est extrêmement critique. Il a décidé de l'ouvrir, si vous voulez, et de commencer à dire la vérité. Ça fait déjà quelques années. D'ailleurs, on ne l'invite plus du tout dans les grands médias depuis qu'il a décidé de dire la vérité, évidemment. Mais là, il se lâche dans cette interview qu'a retweeté Trump, c'est ça qui est intéressant. Il se lâche sur Netanyahou. Et il se lâche, en fait, sur le fait que depuis la fin des années 90, eh bien, les États-Unis font les guerres que lui demande de faire Israël.
que leur demande de faire Israël, pardon. Et donc, il explique ça par le menu, bien sûr, tout ce qui a été décidé pour s'occuper de l'Irak, de la Syrie, de la Libye, du Soudan, de la Somalie, et bien sûr de l'Iran, qui est toujours en ligne de mire d'Israël, mais qui ne correspond pas forcément à l'intérêt américain. Et donc, dans cette interview, il est extrêmement direct et il est même assez insultant. Enfin, il insulte, il donne des noms d'oiseaux à Netanyahou. Et il dit qu'il faut que ça s'arrête parce que l'agenda israélien n'est pas l'agenda américain. Et quand on voit les résultats, eh bien, ça n'a fait que pousser l'Amérique non seulement à des dépenses délirantes, mais à se mettre dans des situations stratégiques complètement inutiles et très dangereuses. Bon. Donc, Trump a retweeté ça. C'était vraiment, si vous voyez l'interview, ça se trouve sur Twitter, c'est extrêmement critique. Donc, et c'est extrêmement, entre guillemets, en apparence anti-israélien. La grande question, c'est comme pour l'Ukraine, c'est est-ce que l'intérêt du gouvernement israélien est l'intérêt d'Israël? Est-ce que c'est la même chose? De la même manière, est-ce que l'intérêt du président Zelensky et de sa clique correspond à l'intérêt de son pays, l'Ukraine? Personnellement, je réponds non à ces deux questions, mais voilà, c'est toute la confusion savamment entretenue, n'est-ce pas? Donc, Trump retweet cela et retweet un Sachs qui en fait cible maintenant ouvertement, clair, net, haut et fort l'État profond américain, où il explique que le président, quel qu'il soit démocrate ou républicain, en fait ne dirige rien, pas grand-chose, même s'il a un certain nombre de pouvoirs, bien sûr, mais que, in fine, il faut que ce soit les mécanismes très profonds de l'appareil d'État américain, comme les muscles d'un corps, enfin bon, ça c'est mon image, mais c'est un peu ça, c'est comme les muscles d'un corps qui décident de travailler autrement, sinon rien ne changera jamais, et ça va aller de mal en pis pour les Américains au plan stratégique. Bon. Et donc il dit, voilà, c'est urgent, c'est vital pour les États-Unis de changer d'état d'esprit, d'arrêter le mensonge permanent, d'arrêter de raconter n'importe quoi au reste de la planète, et que, en fait, mais ça doit venir finalement du Deep State. Encore une fois, le Deep State, c'est cette structure profonde, transpartisane, qui structure en fait l'appareil militaro-industriel américain, mais aussi militaro-médiatique, militaro-culturel, voilà, c'est militaro-académique. Enfin, c'est une énorme toile d'araignée en fait de gens qui considèrent et qui s'entendent pour maintenir une certaine permanence des objectifs américains et aussi malheureusement des méthodes. Et là aussi, Sachs est sans pitié sur la CIA, sur le reste, sur tous les assassinats. Enfin bref, il lâche le morceau, quoi, en fait. Bon, tout ça, moi, je le sais depuis des décennies et bien d'autres gens le savent depuis fort longtemps. Mais là, c'est le grand public américain qui découvre ça. Pas que les Européens, c'est vraiment les Américains qui découvrent ce qui se passe chez eux. Bon. Donc, voilà, sur les narratifs, n'est-ce pas, les éléments de langage, tout ça. Bon, les derniers, vous les connaissez, sur l'Ukraine, évidemment, on a trouvé un truc formidable, ça s'appelle The Unprovoked War of Aggression, la guerre d'agression de la Russie, donc non provoquée, comme si, voilà, Moscou avait décidé, pouf, d'un coup d'un seul, sorti d'un petit nuage, de faire la guerre à l'Ukraine et carrément même à l'OTAN, à l'Europe, enfin bon, voilà. Donc bien sûr qu'on sait que cette guerre a été très largement provoquée et depuis fort longtemps, et ce sont pas des élucubrations de Caroline Galacteros, c'est un long chemin de faits, de déclarations, de décisions, que tout le monde connaît, enfin tous les gens qui s'intéressent à ce conflit maintenant connaissent.
Et puis, il y avait aussi, alors en ce qui concerne le Moyen-Orient et Gaza, évidemment, il y a le droit d'Israël à se défendre. Ce qui est évidemment, Israël a le droit à se défendre. Si vous voulez, c'est des choses qui apparaissent toujours tellement incontestables. Mais qu'est-ce que ça veut dire, se défendre? Jusqu'où se défend-on? Comment se défend-on? Et les autres, ne se défendent pas? Voilà. Donc là, on est dans un Sachs qui, en fait, a pris le lead, je trouve, quand même par rapport à des Mearsheimer, par rapport à d'autres, par rapport à Tucker Carlson, etc. Et lui, effectivement, il a cette extraordinaire, bien que ce soit un démocrate historique, hein, il a cette extraordinaire légitimité que lui procure, en fait, son passé de conseiller pour le gouvernement américain auprès d'un certain nombre de gouvernements d'Europe centrale et d'ailleurs ailleurs dans le monde, et russes, pendant la période bénie du point de vue américain qui a suivi immédiatement la guerre froide, c'est-à-dire pendant la décennie 90 jusqu'en gros à l'arrivée de Poutine. Bon. Donc, c'est très intéressant de voir ça parce que on se rend compte qu'en fait, à quelques jours de la prise de pouvoir, de prise de fonction de Donald Trump, il y a une espèce, non pas de baroud d'honneur, mais de tentative du camp réaliste aux États-Unis, hein, pas chez nous naturellement, mais aux États-Unis, pour dire au président, mais faites quelque chose, rendez-vous compte de ce qui se passe véritablement, ne vous laissez pas enfumer par tous les gens qui vont vous raconter n'importe quoi et vont vous expliquer, comme pendant le premier mandat, que vous n'avez rien compris, que voilà, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, c'est comme ça qu'on voit tel pays, c'est comme ça qu'on voit tel autre. Voilà, on va vous donner la messe, si vous voulez. Là, il y a tout le monde, je trouve qu'il y a une densité, si vous voulez, un rythme qui a très largement augmenté depuis quelques semaines maintenant. Et chaque jour, c'est encore plus... Bon, tous les anciens Marines, les anciens espions de la CIA, du département d'État, etc. Tout le monde parle, en essayant de... Comme pour dire à Trump, voilà, là c'est le moment, faites quelque chose, ne laissez pas passer j'allais dire passer 100 jours, mais ce petit temps, si vous voulez, qui est généralement un temps où on peut mettre en route des choses avant que le système ne se refige, ne se recrispe et ne vous enferme et ne fasse, comme disait d'ailleurs Sachs aussi, que tous les présidents arrivent avec des idées formidables et puis au bout d'un moment, au bout de quelques mois d'ailleurs, c'est fini. Et Poutine d'ailleurs disait ça aussi, mais parce qu'il l'a observé, parce qu'évidemment il a la longueur par rapport aux calendriers électoraux des pays européens et des États-Unis. Il avait dit, ils arrivent tous avec des super idées et puis au bout de 6 mois, là, c'est fini, tout a disparu. Voilà, ils sont repassés dans le moule. Bon, donc, est-ce que par hasard, on ne serait pas sur la bonne voie? Est-ce que Trump va entendre tout ça? Est-ce qu'il y a une chance pour que la nouvelle administration américaine tienne les promesses électorales du candidat Trump? Parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est que ce président, c'est douloureux, mais en même temps, c'est la seule façon de repartir remarquablement. Il faut qu'il prenne acte de la défaite de l'Occident et des États-Unis, parce que c'est quand même, nous ne faisons que suivre, non seulement vis-à-vis de la Russie, bon, voilà, c'est tellement évident, mais vis-à-vis du monde entier. C'est-à-dire, c'est l'ensemble de l'attitude hégémonique et complètement aujourd'hui anachronique des États-Unis vis-à-vis du reste du monde qui doit être révisée si l'Amérique veut s'en sortir en termes de puissance, certes, mais surtout en termes d'influence. Donc il faut changer de logiciel mental, il faut changer aussi de vocabulaire, ou en tout cas il faut mettre un autre contenu aux termes de guerre, de victoire, de défaite, d'ennemis, d'amis, d'alliés d'ailleurs.
Voilà, il faut changer beaucoup de choses, parce qu'essentiellement, au plan international, les États-Unis, depuis des décennies, je vais même dire depuis leur création, mais sont vraiment l'archétype du pays qui pense les relations avec les autres acteurs sur un mode extrêmement, j'allais dire, rustique, sur un mode je vis parce que je te tue, je suis plus puissant parce que tu es écrasé. Enfin, c'est vraiment le jeu à somme nulle. Si vous regardez, moi j'ai étudié ça très jeune, mais je m'en souviens, la théorie des jeux, les décisions, comment se prennent-elles, etc. Là, on est vraiment, c'est archétypique chez les Américains, c'est-à-dire c'est avec nous contre nous, c'est le blanc contre le noir, c'est la liberté contre la dictature, tout est comme ça, c'est complètement manichéen. Et donc, la victoire ou le succès, c'est pas du win-win, non, c'est du gagnant-perdant, voilà. Vous me direz que ça a été le fonctionnement du monde entier pendant fort longtemps, il n'y a pas que les États-Unis. Hein. Mais là, il faut changer. Là, il faut changer parce qu'en face, on n'a plus des petits États qui se laissent dévorer parce qu'ils n'ont pas le choix. On est face à des mastodontes qui tiennent la dragée haute et qui ne déméritent pas en termes de comparaison, si vous voulez. Donc, moi, je crois que Donald Trump est quand même un réaliste. Il l'a montré dans son premier mandat, même s'il a été... Tout a été fait pour l'empêcher, pour le calomnier, pour le diffamer. Ça a été horrible. Et là, il peut peut-être le montrer beaucoup plus encore dans son second mandat, surtout qu'entre les deux, on ne l'a pas laissé en paix non plus. On a tout fait pour qu'il ne revienne pas. Il est revenu. Et pour moi, c'est un hyper-réaliste, quoi. C'est un homme d'affaires, c'est un homme de deal, c'est un homme de négociation, c'est un homme de rapport de force. Hein. C'est pas un nounours, évidemment. Donc, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour, pas les apprentis dictateurs, mais enfin, en tout cas, les chefs d'État un peu plus... voilà, qui ont des modes de fonctionnement différents des nôtres. Mais c'est un homme avec qui on peut en fait parler, on peut trouver des accords. Et ça, c'est fondamental. Parce que nous, qu'est-ce qu'on a jusqu'à présent avec l'ancienne administration Biden et avec ce qu'on a en Europe? On a des autistes, en fait. Des autistes complets. Hein, c'est-à-dire qu'ils considèrent qu'ils ont raison, qu'il est inutile de savoir ce que l'ennemi, l'adversaire, le concurrent pense, qu'on va y arriver de toute façon, que plus on perd, mais en fait plus on gagne. Hein, c'est complètement orwellien, ça je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises. Et donc on a une espèce de monologue, on a un autisme stratégique et un monologue permanent qui est extrêmement dangereux et extrêmement destructeur. Je vous rappelle que nous avons face à nous une, et à vrai dire au moins il y a la Chine derrière, des puissances nucléaires, et en l'espèce la Russie, la plus puissante des puissances nucléaires, que l'on insulte en permanence, que l'on cherche à humilier toute la journée, dont on explique qu'elle bluffe toute la journée. Enfin, je veux dire, on est complètement inconscient. Donc, il faut vraiment changer ça. Et je pense qu'avec Trump, ça va malgré tout changer et je m'en réjouis. Et on voit qu'il est hyper réaliste sur le... Alors, évidemment, il n'oublie jamais d'exploiter politiquement sa lucidité. Là, en parlant de l'Ukraine, il a dit « l'Ukraine est décimée » dans une interview à Newsmax. Il a exprimé le souhait que ça se termine dès qu'il prendra ses fonctions. Donc maintenant, il se donne 6 mois, hein, c'est plus 24 heures. Bon, ok. Et il a surtout dit, mais enfin, on n'aurait jamais dû rentrer dans cette guerre. Et si on y est, c'est du fait d'une incompétence flagrante. Voilà. C'est la seule raison pour laquelle cette guerre a eu lieu. Mais nous allons faire tout ce que nous pouvons pour y mettre un terme pour les deux pays. Et puis, il rappelle... ce qu'on a dû lui expliquer, ou en lui montrant une carte, ou en lui expliquant. Le terrain est plat et la balle s'arrête essentiellement lorsqu'elle touche quelqu'un, a-t-il ajouté pensivement.
bon, est-ce que c'est une pensée émue pour les dizaines de milliers de soldats ukrainiens qui meurent chaque mois, hein, puisqu'on en est voilà, entre 1007 1008 jours, donc vous voyez ce que ça fait par mois. Est-ce que Trump aurait compris aussi, d'ailleurs, si on sort de l'Ukraine, que c'est la même chose pour l'Iran et le Moyen-Orient, que faire la guerre à l'Iran n'est pas une bonne idée, ni pour les États-Unis, ni évidemment pour la région, ni même pour Israël. Il a récemment dit que ce n'était pas l'heure du régime change pour l'Iran. Il y a des pourparlers en cours avec l'Iran, avec le nouveau pouvoir iranien qui est assez conciliant malgré tout. Et puis surtout, Trump a en tête de reprendre, de remettre à flot et de remettre en musique, en action, les accords d'Abraham, qui avaient été sa grande réalisation lors du premier mandat. Donc c'est des accords pris entre Israël, des accords de normalisation en fait des relations, avec de très grosses contreparties économiques, des accords de normalisation entre Israël et ses voisins. Voilà, Bahreïn, et d'autres, les Émirats, etc. Mais évidemment, le joyau de la couronne dans cette affaire, c'était l'Arabie saoudite. Et puis, vous vous souvenez qu'il y a eu un coup de tonnerre dans un ciel en apparemment bleu. En 2023, il y a eu un rapprochement officiel entre l'Iran et l'Arabie saoudite, qui a vraiment rendu malade non seulement les Américains, mais évidemment les Israéliens. Puis le 7 octobre, puis tout ce qui s'est passé depuis. Et un royaume saoudien et un prince héritier, Mohammed Ben Salman, qui explique quand même clairement maintenant qu'il n'y aura pas d'accord d'Abraham, enfin il n'y aura pas d'Arabie saoudite dans les accords d'Abraham tant que les massacres à Gaza ne s'arrêteront pas et tant qu'il n'y aura pas une perspective pour les Palestiniens. Bon. Qu'est-ce que ça vaut? Qu'est-ce que ça veut dire? Contre quoi? Quelle est la part de théâtre là-dedans? Quelle est la part de réalité? Difficile de vous assurer cela. Mais je pense que c'est tout de même important parce que Riyad, comme d'ailleurs tous ses petits camarades de la région, savent bien qu'ils ont quand même une opinion, ils ont la rue arabe, comme on dit. Et la rue arabe, même si on lui donne ce qu'il faut pour vivre, etc., grâce au pétrole ou au gaz pour d'autres pays, ça ne suffit pas. La rue arabe, elle est écœurée, elle est choquée, elle est épouvantée par ce qui est fait à Gaza depuis plus d'1 an. Et donc, ils doivent aussi tenir quand même la paix sociale. Donc, l'intérêt des États-Unis et l'intérêt d'un Trump, s'il veut remettre ses accords sur pied, les étendre, c'est déjà de ne pas voir progressivement tous les pays du Golfe se tourner vers les BRICS, vers la Chine, vers la Russie. Riyad est parti aux BRICS, mais n'a pas encore ratifié, ce qui est très habile, l'accord d'entrée dans les BRICS. Mais enfin, l'Indonésie vient d'entrer officiellement comme pays plein dans les BRICS. La Malaisie gratte à la porte et elle est partenaire, enfin elle veut un full membership, elle veut être membre à part entière. Donc il faut en fait que la nouvelle administration américaine, je ne suis pas américaine, mais enfin voilà, je me permets de le dire, change sa manière de concevoir ses relations avec, à vrai dire, tous les autres pays de la planète. La géopolitique, c'est aussi de la géopsychologie, de la géosociologie, si vous voulez. Voilà, donc le jeu à somme nulle, c'est mort. La construction, l'entretien de l'ennemi, c'est mort. Le refus de toute parité, de toute équité même, de toute égalité, c'est encore trop, mais même équité, c'est mort. Gagner, c'est dominer, c'est détruire tout de l'autre. Non, ça ne marche plus. Tout ça, c'est fini. C'est les menaces, les pressions. On voit bien quand Trump, d'ailleurs, a fait un certain nombre de déclarations extrêmement martiales sur
les pays européens n'ont qu'à obéir parce que sinon ça va mal se passer pour eux. La Chine, idem. Bon, on l'a renvoyé dans ses buts. Pas à Bruxelles, naturellement, mais ailleurs. Donc, à mon humble avis, sauf provocation majeure israélienne ou ukrainienne, via éventuellement d'autres, on trouve toujours des lampistes, mais bon, on pourrait s'acheminer, si Trump a les mains suffisamment libres, le courage et pas trop de peau de banane sur sa route, vers en fait une phase qui va être celle d'un très vaste marchandage stratégique sur tous les continents et qui pourrait voir sortir un modus vivendi nouveau. Alors, est-ce que ce sera comme l'ancienne Charte des Nations Unies? Est-ce que les Nations Unies vont survivre en l'état? Tout ça reste à voir, mais il est certain que tout le monde y a intérêt, en fait, d'une façon ou d'une autre. Voilà. Et les Américains, certainement beaucoup plus que d'autres. Bon, alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils ne considéreront pas que ça n'est que provisoire et que c'est le temps qu'ils retrouvent leur domination naturelle du reste de la planète et que l'hégémonisme structurel va reprendre ses droits à un moment donné. Mais enfin bon, pas forcément sous des formes brutalement impérialistes. C'est peut-être ça qu'il faut... Vous devez me trouver très optimiste, mais je pense que quand même, là, la guerre en Ukraine, c'est vraiment la démonstration, c'est un échec sur toute la ligne. Voilà, c'est comme ça. Anthony Blinken, qui en a encore pour 3 jours, Sullivan, tous ces gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, mentir les yeux dans les yeux à tous leurs concitoyens et à la planète, et expliquer que les États-Unis sont beaucoup plus forts après 4 ans de Biden, que l'OTAN est extrêmement forte et a grandi parce qu'elle a récupéré la Suède et la Finlande, que tout va très bien et que tout le monde doit se sentir protégé grâce à eux. C'est faux. Voilà, c'est tout simplement faux. Bon, je pense depuis un an vous avoir quand même expliqué pourquoi. Bon, l'Ukraine, voilà, c'est toujours le même désastre, c'est de pire en pire. C'est une boucherie à ciel ouvert, quoi. Et je ne vous parle pas de ce qui se passe à Koursk, c'est-à-dire en Fédération de Russie, la fameuse incursion, n'est-ce pas, que les Ukrainiens voulaient monter en sauce pour en faire un argument de négociation. Ça se passe très mal. Ça se passe très mal pour les Ukrainiens, pour les Russes aussi. C'est horrible ce qui se passe là-bas. Mais les armées russes, malgré tout, sont en train de récupérer. Et ça sera peut-être d'ailleurs fait avant le début officiel de négociations. Par ailleurs, en Ukraine même, sur le reste de la ligne de front, les armées russes avancent. Elles sont à 6 km de Dniepropetrovsk. Et là, effectivement, comme l'a dit Trump, c'est de la plaine. Il y a plus de ou très peu de fortifications ukrainiennes. Il y a très peu d'infrastructures, si vous voulez, de zones industrielles, enfin d'obstacles, en fait, à l'avancée des forces russes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on ne se bouge pas un peu, voilà, je ne vais pas être grossière, pour commencer des négociations très vite, en fait, la Russie va continuer à avancer. Donc, ça n'était pas une guerre de conquête de territoire, c'est clair, le début, et surtout pas au tout début de l'opération militaire spéciale, mais ça va finir par le devenir si on continue à mettre tant de temps. Voilà, donc c'est vraiment très urgent. Et il faut évidemment, je l'ai dit et je le redis et je le redirai chaque fois, c'est pas seulement la paix en Ukraine qu'il faut, l'apaisement en Ukraine qu'il faut dealer, qu'il faut discuter, c'est la refonte de la sécurité en Europe, le nouvel équilibre des forces en Europe, et donc réhabiliter et remettre au centre un principe qui est l'indivisibilité de la sécurité européenne. Tu n'avances pas vers moi pour soi-disant augmenter ta sécurité, et je n'avance pas vers toi pour augmenter ma sécurité. Voilà. Nous nous regardons gentiment en chien de faïence. Voilà, chacun chez soi, les vaches seront bien gardées. Voilà ce que je pourrais dire. Bon, je suis en forme aujourd'hui.
Bon, donc plus on attend, plus notre position OTAN en Ukraine se détériore. Et en plus, la Russie vient de nous faire une petite pichenette supplémentaire. Elle vient de faire entrer en lice un pays de l'autre bout du monde, hein, de l'Asie, la Corée du Nord, en prenant, je crois, entre 10 et 15 000 soldats. Donc c'est rien. Hein. À l'échelle des forces russes engagées en Ukraine, c'est peanuts. Mais c'est symbolique. Et ils ne sont pas en Ukraine, contrairement à ce que les gens essaient de faire croire, ils sont en Russie, ils sont dans la zone de Koursk, précisément. Donc ils ont tout à fait le droit d'y être, puisqu'il y a un accord de défense entre la Russie et la Corée du Nord. Donc, mais faire ça n'est pas innocent, évidemment. Ce n'est pas l'utilité militaire d'avoir 15 000 hommes en plus qui est vraiment dirimante pour Moscou. Ce n'est pas du tout ça. C'est en revanche symbolique. Ça montre, bon, bien sûr, ça permet de ne pas dégarnir le front, donc ça c'est bien, de pouvoir endosser des pertes étrangères, on va dire, mais ça renforce surtout la perception d'un bloc anti-occidental qui ose s'avancer loin, qui ose s'avancer jusqu'en Europe, hein, finalement, qui défie les sanctions, qui défie les pressions. Bon. Pour Pyongyang, il y a des avantages technologiques, économiques évidents. Hein. Bon, c'est de l'aide, c'est un accès à des technologies militaires avancées. Bon. Et puis, c'est faire comprendre aux Occidentaux que Moscou aussi peut choisir la globalisation. Il n'y a pas que nous, il n'y a pas que l'OTAN qui peut choisir de réunir des alliances pour l'Ukraine, contre la Russie, etc. En fait, les Russes peuvent le faire aussi. Voilà, tout simplement. Et donc, ça accélère la première bascule du monde, celle dont je vous ai parlé, c'est-à-dire l'émergence d'une superpuissance multipolaire à travers la grande structure des BRICS, si vous voulez, qui a bien l'intention de redéfinir les règles du jeu mondial. Il n'y a pas que les États-Unis qui veulent faire leur pivot vers l'Asie. Et d'ailleurs, eux, ils l'entendent sous le thème de l'hostilité à la Chine, de mettre l'Asie sous contrôle américain. Mais grâce aux sanctions économiques, la Russie, elle a accéléré son intégration à la Chine, à l'Inde et à d'autres puissances asiatiques. Aujourd'hui, il y a 40% des échanges commerciaux russes qui se font en roubles, en yuan, contre seulement 10% il y a 5 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, si vous voyez les masses humaines que ça représente, les marchés que ça représente. Donc, cette coopération se renforce aussi en matière énergétique. La Russie multiplie les contrats avec des partenaires non occidentaux. Les BRICS sont investis dans tout un tas de projets. Évidemment, le plus connu, c'est les routes de la soie, hein, ce réseau logistique immense, un maillage énorme, sans précédent, qui connecte l'Asie, l'Europe et l'Afrique. Voilà, hein, on aurait pu y penser, nous aussi. Et puis, il y a bien sûr, entre la Chine et la Russie, le gazoduc, le Power of Siberia 2, qui relie les deux pays et qui symbolise leur interdépendance énergétique croissante. Donc, enfin, derrière tout ça, il y a un projet qui va finir par voir le jour, ça va prendre sans doute encore quelques années, c'est le fait d'échapper au dollar, de ne plus avoir le dollar comme unique monnaie sérieuse de réserve pour les échanges internationaux. Et donc, les Russes, ils ont quand même lancé le SPFS, le système de paiement alternatif, à SWIFT. Les Chinois, ils ont lancé un truc qui a beaucoup de succès, le CIPS, CIPS. Et donc, tout ça, c'est en train de permettre en fait des transactions hors dollar transfrontalières dans cet ensemble, voilà, de pays. Et puis, il y a la montée en puissance des CBDC, donc des monnaies numériques des banques centrales. Donc ça aussi, c'est une avancée stratégique. Le yuan numérique, bientôt le rouble numérique. Tout ça, c'est pour
contourner les sanctions, pour contourner en fait l'utilisation du dollar comme moyen de pression et de contrainte en fait. C'est plus un moyen de développement ou de protection, c'est de la pression et de la contrainte. Bref, donc il y a des enjeux colossaux. Il y a des enjeux colossaux et si l'Amérique ne prend pas la mesure de tout cela, ne prend pas la mesure de l'échec actuel, ne prend pas la mesure de la nécessité de revoir les relations avec tout un tas de pays qui sinon vont basculer de l'autre côté, eh bien ça va très très mal se passer pour nous, bien sûr, nous les petits en dessous, et puis pour eux même. Alors, ça ne veut pas dire que les fondamentaux, j'allais dire, des États-Unis, très largement transpartisans en matière de politique étrangère, ne vont pas se poursuivre. Mais c'est un moment d'opportunité. Et pour l'Ukraine, clairement, il me semble quand même que Trump a compris que pour débuter des négociations dans de bonnes conditions, il faut partir sur des bases réalistes, pas comme on l'a fait avec les espèces de plans de paix, les plans de la victoire, les plans de je sais pas quoi. Tout ça n'avait aucun sens. Il faut partir sur des bases réalistes, sinon ça n'avancera pas, les Russes repartiront dans leur coin, poursuivront leurs opérations, et ça va très mal se terminer. Donc, la Russie n'est plus, elle est ouverte à la négociation, si vous voulez, mais enfin, elle est plus confiante. Elle n'a plus envie d'être prise pour une truffe, quoi, pour parler simplement. Et d'ailleurs, ça se voit à plein de choses. Maintenant, elle répond, c'est un peu tit for tat, quoi. Voilà, vous faites quelque chose, bon, bah, moi je fais des représailles aussi. Récemment, le bureau du procureur général de Russie a déclaré indésirables les activités de l'organisation américaine Commission sur la sécurité, la commission en Europe, qu'on appelle aussi la commission Helsinki, des États-Unis. Donc, en fait, c'est une structure qui gère l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et depuis 46 ans, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle génère, elle entretient, et elle finance, enfin, elle déploie des politiques anti-soviétiques, puis anti-russes, dans à travers tous les agendas de tous les parlements des pays européens, si vous voulez. C'est du soft power agressif, voilà. Donc, elle comprend des membres du Sénat, de la Chambre des représentants, des représentants du Pentagone, du département du commerce, du département d'État, donc du ministère des Affaires étrangères. Donc tout ça, maintenant, ils sont déclarés, leurs activités sont indésirables en Russie. Et c'est le premier cas d'une interdiction par la Russie de la présence d'une structure fondée par des agences gouvernementales d'un État étranger. Voilà, ils ne l'avaient jamais fait jusqu'à présent, mais là, maintenant, c'est bon, là, voilà. Ça suffit. Donc, alors, pendant tout ça, ça c'est mon premier point, mais il est très important parce que c'est tout l'environnement de ce qui va se passer maintenant. Le deuxième point, c'est de voir ce que ça provoque chez nous. Bon, parce que là, c'est un peu l'heure de vérité pour la relation États-Unis-Europe. Face à ce changement de pied imminent des Américains, si vous voulez, l'Europe, elle est un peu, elle sent le sol disparaître sous ses pieds. En fait, elle se sent lâchée. En tout cas, elle a très peur de l'être. Trump, c'est pas qu'il veut lâcher les Européens, il veut juste les mettre face à leurs responsabilités. Et puis, il faut dire qu'ils ont été tellement comment dirais-je, servile vis-à-vis des administrations démocrates que, il a aussi envie de leur rappeler un peu qui est le boss. Hein. Et donc, en fait, il veut les rendre cohérents et puis leur faire rendre gorge aussi, pourquoi pas. Donc, il suffit plus, en fait, d'obéir aveuglement aux ordres de Washington pour s'en sortir en se sachant protégé quand on déploie des politiques, j'allais dire, de rock et mordeur vis-à-vis de tout un tas de pays, évidemment de la Russie en premier lieu. Donc, il y a une addition à payer. Il y a une addition à payer de notre incroyable bêtise. Mais ça, c'est pas faute de l'avoir dit, répété, hurlé, crié, écrit. Suivre les globalistes et les néoconservateurs américains n'a rien rapporté. Voilà.
rien rapporté, tout simplement. Quand on voit qu'on a Mark Rutte qui aujourd'hui dit qu'il va falloir apprendre le russe, si ça continue comme ça, si on ne se renforce pas, si vous voulez, il y a toujours un délire, il y a toujours tout un tas de types qui s'imaginent qu'ils vont pouvoir, ils vont rester les petits valets obéissants d'un ordre qui pour l'instant est comment dirais-je, marginalisé par la victoire de Trump, la victoire d'un autre, si vous voulez. Mais je pense que c'est beaucoup plus lourd que ça. Donc, il y a une addition à payer. Ça ne nous a rien rapporté d'être aussi servile, si ce n'est un incroyable, un universel mépris et une très grande vulnérabilité face à la Russie aujourd'hui. Je ne sais pas si nos gouvernants s'en rendent compte, au-delà des déclarations, de la diplomatie, de la parole. Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais enfin, on n'est quand même pas en très bonne posture. D'ailleurs, à moins que ça n'ait changé, ça peut encore changer, notre président de la République n'aurait pas été invité à l'intronisation du président américain. J'avoue que j'ai du mal à le croire, là, pour le coup. Mais bon, c'est ce qui se dit, mais c'est peut-être faux, je n'en sais rien. En tout cas, je ne le certifie pas. Mais si c'est le cas, c'est un camouflet décisif. Quant au président chinois, il ne veut pas venir. Si vous voulez, il y a quand même il y a un durcissement des positions. Ursula von der Leyen, je crois qu'elle ne vient pas non plus, ou elle n'a peut-être pas été invitée non plus. Et alors, ce qui est très drôle, c'est que parmi les Français, il y a le président du parti Reconquête, Éric Zemmour, et la députée européenne qui l'accompagne, Sarah Knafo. C'est complètement ridicule, je veux dire, c'est complètement dérisoire. Ça veut dire que la France est réduite à rien, si vous voulez. Si on en est réduit à inviter voilà, un parti qui représente, qui n'existe pas en fait véritablement dans le jeu politique français à l'heure actuelle, c'est quand même, c'est encore plus humiliant, je dirais, pour les autorités officielles françaises. Bon, sans doute, c'est une belle manœuvre d'avoir réussi à se faire inviter, mais est-ce que c'est une bonne idée ? Parce que Reconquête est un parti, je l'ai compris, je l'ai découvert, enfin je l'ai compris, un parti atlantiste, forcené, donc pas véritablement souverainiste, à vrai dire. C'est du faux souverainisme. Et ça, si jamais Trump le comprend, et surtout, s'il vient à mettre en pratique sa vision du monde, qui, elle, est véritablement patriote, souverainiste, qui n'est pas raciste du tout en tant que tel, si vous voulez, même si on l'accuse de racisme, au-delà, s'il se rend compte de ça, je pense que ça ne va pas être forcément très bon pour les gens qui se seront, entre guillemets, glissés dans le train. Au-delà de l'ambition dévorante de certains de ses membres, en fait, Reconquête, de mon point de vue, mais bon, ce n'est que mon point de vue, n'a pas grand-chose à voir avec le souverainisme, et encore moins avec une ligne gaulliste, malheureusement, en dépit des espoirs qu'on avait pu déceler, à tort. Donc, je pense que ce soit ce parti ou que ce soit du côté américain, tout ça, ça va aller au-delà de grandes déconvenues, parce que si Trump ouvre enfin les yeux sur la réalité des intérêts américains, notamment au Moyen-Orient, cesse de cautionner les agissements de Netanyahou à Gaza et ailleurs, au Liban, et son bellicisme délirant vis-à-vis de l'Iran, justement, qu'est-ce qui va se passer ? Là, on va être à contretemps de nouveau. Bref, bon, vous me direz, c'est de la petite cuisine française politique, ça n'a pas grand intérêt. Mais ce qui est terrible, c'est de voir que les invités européens ne sont pas si nombreux
ne sont pas si nombreux. Donc là, il y a vraiment une remise de l'Europe à sa place. C'est-à-dire, elle a été servile et en fait, sa servilité ne lui a rien rapporté. C'est toujours le cas, à mon avis. Mais bon, il ne faut jamais être servile. Mais voilà. Après, dire que les États-Unis ont quitté l'OTAN, non, je ne le pense pas. Je pense que juste Trump nous met sous pression. Mais il veut nous soumettre, c'est du théâtre, c'est-à-dire il faut payer plus, il faut s'engager plus dans la défense, il faut faire plus, il faut me permettre de me libérer moi pour aller ailleurs, m'occuper d'autres choses, enfin voilà, je vous refile le bébé ukrainien, bon. Et je pense que tout ce qui est sorti là récemment sur ses ambitions, sur le Canada, sur le Groenland, c'est un peu arrêtez-moi ou je fais un malheur, quoi. Vous voyez ce que je peux faire si j'en ai envie. Bon, donc écoutez-moi. Voilà, c'est un peu. Je pense que c'est ça, mais je me trompe peut-être. Donc, en tout cas, l'Europe est complètement à contretemps des États-Unis. Et même les pires bellicistes européens commencent à réaliser qu'elle s'est portée stupidement en première ligne face à la Russie, qu'elle est maintenant en mauvaise posture, que les tendances nationalistes avancent en son sein, clairement, très très clairement, que les peuples ne veulent pas de la guerre et qu'ils en ont aussi assez de la payer, et que ça commence à bien faire tout ça. Mais face à ça, que se passe-t-il? C'est ça, moi, qui me renverse toujours. C'est face à ça, au lieu de corriger, de réfléchir, d'imaginer autre chose, comment récupérer la confiance des peuples, comment réunir les élites et les peuples, puisqu'il y a un divorce manifeste, il y a un problème démocratique lourd, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On se crispe, on redouble de pression, c'est vraiment la méthode des impuissants et des capricieux, quoi. On se croirait dans une cour d'école, quoi. On se croirait dans le Petit Nicolas. Moi, ça m'a fait penser à ça avec... je ne sais pas si vous avez lu le Petit Nicolas avec ses copains. Alors, il y en a un qui est très riche, comment il s'appelait, Geoffrey, qui achète tout le monde avec des bonbons, n'est-ce pas? Et puis, il y en a un autre, un peu pâteau, c'est Eudes. Alors, lui, il donne des baffes à tout le monde. Voilà, c'est comme ça qu'il règle les problèmes. Bon. Et nous, on s'imagine qu'on va pouvoir faire ça. Voilà. Et alors, on a un Thierry Breton qui, benoîtement, sur les plateaux, explique qu'en fait, bah oui, on a fait de l'ingérence vis-à-vis de la Roumanie parce qu'il y avait une ingérence russe et qu'il fallait réagir. Et puis qu'on fera la même chose pour l'Allemagne s'il le faut, si nos lois européennes ne sont pas respectées, n'est-ce pas? Alors, enfin, tout de même. Et voilà, alors donc là, de quoi a-t-il peur? Il a peur de l'AfD en Allemagne, évidemment, et il a peur d'un Scholz qui tomberait après avoir été, alors lui, au-delà de toute servilité, avec des résultats désastreux, une prudence ultime dans les derniers moments en se disant avec les taux russes, je ne vais peut-être pas aller quand même me mettre frontalement contre Moscou, c'est pas une bonne idée. Mais bon, c'est un peu tard, donc très fragilisé politiquement, et un parti de l'AfD dit d'extrême droite, dit populiste, enfin voilà, c'est le nouvel épouvantail, enfin qu'il y a quand même une candidate possible à la chancellerie, Alice Weidel, qui n'est pas si mal, et qui explique d'ailleurs qu'elle va évidemment... reprendre le commerce de gaz avec la Russie, parce que c'est juste la survie de l'industrie allemande, de l'économie allemande qui en dépend, même de la société allemande, à vrai dire, qui en dépend. Si vous voulez, donc il y a maintenant, là, il y a un vent de panique terrifiant. Au même moment, aux États-Unis, on a Zuckerberg qui a tellement peur que Trump le chope et le poursuive pour son implication au moment du Covid via Facebook, dans des messages pour appeler à la vaccination, etc., etc. Zuckerberg qui dit non, maintenant on va cesser toute censure sur Facebook. Après, il avait déjà avoué il y a plusieurs mois avoir été l'objet de pression et y avoir cédé. Voilà, donc en fait, le sujet, c'est qu'il faut que les responsables politiques américains, européens, prennent la mesure des errances dans lesquelles ils sont tombés
et du désamour des peuples, en fait, du divorce avec les populations qui sont quand même leurs mandants. Je veux dire, voilà. Il y a un désaveu, et il y a une volonté de revanche aussi. Donc il ne faudrait pas que tout ça, ça se termine en règlement de compte à hockey choral, vous voyez, toujours. Mais c'est parce qu'on a une incapacité fondamentale à comprendre que le divorce élite-peuple n'est pas une panacée, c'est pas une, voyez, une sorte de gaz sublime ou d'essence à laquelle on serait arrivé au bout de tant et tant de siècles, n'est-ce pas, d'expérimentation démocratique, mais c'est un danger, en fait. C'est un danger, y compris pour les élites elles-mêmes. Et donc, on ne peut pas trouver l'ingérence ouverte, légitime, uniquement quand c'est nous qui en sommes à l'origine. C'est nous qui la pratiquons, c'est en Géorgie, Roumanie, donc Serbie aujourd'hui. On est en train encore de pousser les Serbes en leur disant fin de la coopération énergétique avec la Russie, vous appliquez les sanctions, sinon vous n'entrerez jamais dans l'Europe. Vous me direz, ça fait depuis 2000, ça fait 25 ans qu'on leur fait le coup. Bon, donc je ne suis pas sûre que ça marche encore, mais bon. Donc les mondialistes ont joué et perdu. Et alors en France, ça, je ne sais pas si c'est parce que c'est la France et ça me rend malade, mais on s'enfonce encore plus. On prend plus cher que les autres parce qu'on est plus sectaire que les autres. On voit bien que les Allemands sont en train aimablement de commencer à retirer leur veste et à retourner une petite manche, n'est-ce pas? Nous, non. Nous, non. Certes, oui, Emmanuel Macron a dit qu'il fallait être réaliste avec l'Ukraine, super. Mais il a aussi dit que Musk participait il soutenait une internationale réactionnaire. Mais qu'est-ce que l'internationale réactionnaire en Europe? Alors, est-ce que c'est parce que Musk a soutenu les Allemands, justement? Non, c'est pas ça. C'est le souhait des peuples, en fait. C'est, comment dirais-je, c'est soutenir une forme de démocratie profonde qui ne peut plus s'exprimer par les mécanismes institutionnels tels qu'ils existent et sont mis en œuvre aujourd'hui. Donc c'est... Non, Musk, enfin moi je suis désolée, mais je ne vois pas d'international réactionnaire. Je vois des partis populistes, oui, des partis qui sont contre le marigot actuel, dans tous les pays d'ailleurs, et qui veulent proposer une alternative, ça c'est certain, et qui sont tous imparfaits, etc. Mais nos partis anciens aussi sont imparfaits, hein, c'est pas... Bon, donc nous on s'enfonce, et alors le dernier truc sur lequel on s'est enfoncé, c'est bien sûr la crise sur le Maroc et l'Algérie. Donc là, je suis désolée, je ne peux pas ne pas dire ce que j'en pense. Je pense qu'on est encore allé, une fois de plus, dans cette affaire, se mêler de ce qui ne nous regardait pas. Et du coup, on ne peut que prendre des coups. Que prendre des coups. Qu'est-ce qu'on a besoin d'aller appuyer le Maroc contre l'Algérie après avoir... été pendant des années en train de supplier, d'être dans des positions là aussi de servilité tout à fait inutiles, tout à fait inutiles, absolument, vis-à-vis de l'Algérie, ça ne marche pas. On voit bien que ça ne marche pas, la servilité ne marche pas. Bon, donc jamais, vis-à-vis de personne, à vrai dire. Donc, pourquoi est-ce qu'on se met dans une situation où on prend parti sur des querelles qui ne nous concernent pas ? Il n'y a que des coups à prendre. Nous avons une collaboration très importante avec les deux pays. L'Algérie est un producteur de gaz important, est un énorme pays. C'est aussi notre ancien, c'est aussi une ancienne colonie, en effet. C'est même des départements français. Il faudrait arrêter, si on veut en finir avec la repentance permanente et avec l'instrumentalisation, parce que c'est un fait politique, par les autorités algériennes, mais ça a pu être aussi par les Marocains, ça a pu être aussi les Tunisiens, je veux dire, bon, et d'autres pays, les Africains, etc. Il y a toujours cette espèce de discours sur la France n'a pas fait ci, la France a mal fait, la France nous a fait ci, la France nous a fait ça. Mais si on veut sortir de ça,
il faut arrêter de jouer le jeu. Il faut juste arrêter de jouer le jeu. Voilà. Parce qu'après, on a des humiliations insupportables du style on refuse de reprendre nos ressortissants qui se comportent mal sur votre territoire, en l'espèce, des espèces d'influenceurs extrémistes qui appellent à des crimes. Enfin, si vous voulez, on est forcément en porte-à-faux à partir du moment où on n'a pas de ligne diplomatique. Voilà. Or, nous n'avons pas de ligne diplomatique sérieuse, cohérente, rigoureuse, si vous voulez, et qui nous place dans notre rôle, c'est-à-dire celui de faire respecter nos intérêts à nous d'abord. Voilà. Ce que font de plus en plus de pays. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Notre positionnement est faux. Voilà. Et ça... Ça, c'est très mauvais. Mais pour ça, effectivement, il faut arrêter de donner des leçons, il faut arrêter de faire de l'ingérence, ça c'est sûr. Mais il ne faut pas non plus le supporter de la part des autres. Pas du tout le supporter de la part des autres. Et il ne faut pas aller se mêler de ce qui ne nous regarde pas. Il n'y a que des coups à prendre, encore une fois. Donc, il faut exprimer haut et fort que la guerre d'Algérie, c'est fini. Hein, c'est comme la Deuxième Guerre mondiale, c'est fini. On ne peut pas... Toutes les postures perpétuellement victimaires liées à tous ces événements épouvantablement douloureux, où nous n'avons pas été, loin de là, exempts de toute faute, mais où les autres aussi en ont commise, eh bien, tout ça, c'est fini. Donc, si on veut repartir avec des relations sérieuses, il faut se respecter, en fait. Nous respecter nous-mêmes et respecter les autres. Voilà. Et ne pas pratiquer, bien sûr, d'ingérence dans leurs affaires non plus. Sinon, on ne sortira jamais de cela. Jamais de ça. On aura toujours des espèces de culpabilité. C'est comme l'Allemagne et les Allemands avec la Deuxième Guerre mondiale. C'est bon, quoi. 3 générations plus tard, faut s'arrêter. Hein, parce que sinon, on ne fait jamais rien de mieux. On est toujours dans les haines recuites, les rancœurs, etc., les exploitations... politicienne de tout ça. Bref, moi, personnellement, je pense que, voilà, on a encore perdu une occasion de nous taire. Tout ça pour des marchés qu'on aurait pu obtenir autrement en plus. Bon, donc, repartir d'une définition de nos intérêts propres stricte et avoir longue vue, pas courte vue. L'alignement produit de l'impuissance. En fait, c'est ça le leitmotiv. L'alignement produit de l'impuissance. Donc, c'est pas de la même manière, il ne faut pas s'aligner sur les États-Unis ou évidemment sur la Russie ou la Chine ou je ne sais qui. On n'a pas non plus, ou sur l'Europe en tant que telle, on n'a pas non plus à s'aligner sur le Maroc ou sur l'Algérie. Non, voilà. Désalignement, c'est le leitmotiv. Désalignement pour ne plus subir ce type d'humiliation. Alors, 3e point, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Hein. Alors, 3e point, c'est le Moyen-Orient. Il y a 3 sous-points dans mon 3e point, si vous voulez. D'abord, le cessez-le-feu Israël-Hamas. Au moment où je vous parle, c'est pas encore officiel, mais c'est vraiment en cours. Je ne pense pas que Tel Aviv ait encore beaucoup le choix. Ils sont dans l'impasse en dépit d'un triomphalisme permanent. Trump va être, à mon avis, beaucoup plus coriace que Biden pour Netanyahou, en dépit des apparences. Et je pense d'ailleurs qu'il n'aime pas beaucoup, et ça revient à ce que j'ai dit au tout début de mon intervention, il n'aime pas qu'on explique qu'en gros, le président des États-Unis est aux ordres de l'État d'Israël. Voilà. Et ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer dans la relation Trump-Netanyahou. Bon, normalement, le chef des services secrets israéliens est au Qatar, est déjà au Qatar depuis quelque temps, enfin, à moins qu'il en soit reparti, mais bon, pour finaliser l'accord de cessez-le-feu. L'idée, c'était donc d'avoir plus d'une trentaine, 33, je crois, otages libérés sur des bases humanitaires, sur des fondements humanitaires, enfin, pour des motifs humanitaires. Un cessez-le-feu de 42 jours en première phase. Les Palestiniens qui ont été inculpés pour des crimes de sang, eux, ne sont pas libérés en Cisjordanie.
les Palestiniens de Cisjordanie. Israël ne s'engage pas à finir la guerre. Des négociations nouvelles auront lieu au 16e jour du cessez-le-feu, donc à partir de son entrée en vigueur, pour essayer de parvenir à une cessation de la guerre. Les forces israéliennes ne se retireront pas de l'entièreté, enfin de l'ensemble de Gaza. Elles vont rester dans des zones tampons. Les civils gazaouis vont pouvoir revenir au nord de Gaza, mais évidemment, ça c'est logique, il va y avoir des mesures pour s'assurer qu'il n'y a pas des membres du Hamas ou de factions qui remontent vers le nord, qui s'y réinstallent, ou des armes évidemment. Et puis, il y aura des arrangements de sécurité sur l'axe Philadelphie. Bon. Donc ça, c'est ce qui est en cours, mais je ne peux pas vous dire que c'est fait, ce n'est pas encore totalement fait. Deuxième point rapide, la Syrie. Les Russes ne sont pas officiellement partis de Syrie, ça je vous en ai déjà parlé. Jolani, le chef de HTS, qui certes ne contrôle qu'un bon tiers du pays et Damas, mais enfin tout de même, lui est plutôt OK pour que les bases russes demeurent. Mais évidemment, il prend ses ordres de quelque part. Donc il prend ses ordres de Washington, il prend ses ordres via Doha, via le Qatar, qui le finance. Donc la question, c'est qu'est-ce que Trump va vouloir faire? En même temps, Trump, dans le cadre du grand bargain, du grand marchandage que j'ai évoqué, il a intérêt à ne pas remettre le feu aux poudres et du poivre sur les plaies en Syrie pour Vladimir Poutine. Au moment où un deal en Ukraine peut se faire peut-être, en tout cas où on peut entamer une reprise de dialogue. Bon. En plus, Poutine a pris quand même soin de garder Bachar sous le coude, entre guillemets. Il faut comprendre que tant que les Syriens, et notamment un certain nombre de factions rebelles, au moins 5, dont les Alaouites n'ont pas légitimé un successeur, en fait, à Bachar el-Assad, sa signature a quand même encore du poids. C'est encore le chef officiel de la Syrie. Voilà. La Syrie, par ailleurs, doit quand même de grosses sommes à l'Iran et à la Russie, qui ont pris des garanties. Et enfin, le Hezbollah est affaibli. Alors, est-ce qu'il l'est un peu, beaucoup, à la folie? Je ne sais pas. Mais ce qui est probable, c'est que dans l'immédiat, ces dirigeants vont plutôt se concentrer sur le renforcement intérieur, la politique intérieure, en tâchant au Liban, avec notamment la nomination d'Aoun comme président, en tâchant de récupérer les suffrages des chiites modérés, etc. etc. Troisième et dernier point, il faut quand même en parler parce que c'est lié à tout le reste. L'Iran et la Russie devraient le 17, donc dans 2 jours, conclure un accord stratégique avant l'investiture de Trump, donc avant aussi tout tête-à-tête entre Poutine et Trump. Donc c'est un partenariat assez large qui évidemment démontre, si besoin était, que les deux pays ont beaucoup en commun, y compris quelques ennemis. C'est un partenariat de défense et de sécurité qui existe, hein, c'est pas nouveau, ça existe depuis des décennies, mais ça se renforce plutôt. L'Iran a des capacités que la Russie peut utiliser, et vice-versa, évidemment. Et puis surtout, oui, effectivement, ils font face à une hostilité commune et à des sanctions terrifiantes communes. Donc ça rend inévitable en fait la coopération. Ils ont des menaces aussi communes de la part d'organisations terroristes auxquelles ils sont confrontés tous les deux. Et ce sont des groupes qui sont soutenus par certains pays occidentaux, on va dire, voilà. Et tout ça, ça pousse à faire un front uni, en fait. C'est tout, comme d'habitude. Pour s'assurer déjà que le terrorisme ne vient pas gangréner leurs États souverains. Donc il y aura un aspect sécurité-défense, il y aura un aspect de coopération économique face aux sanctions,
notamment substitution aux importations de l'Union européenne par des produits iraniens. Il y aura une coopération spatiale. Bon, là, la Russie est plus avancée que l'Iran, mais notamment, l'idée pourrait être de lancer des satellites iraniens, de mettre des satellites iraniens en orbite. Bref, il y a aussi cet accord qui va être assez structurant pour l'ensemble du grand marchandage, à la fois au Moyen-Orient et à la fois pour renforcer la main de la Russie en Ukraine, indirectement. Voilà, je vous quitte un peu rapidement. C'est encore un peu trop long. Mais bon, je recule. Je suis heureuse d'avoir pu partager tout ça avec vous. Je vous demande de liker, de partager ces vidéos, de nous soutenir. N'oubliez pas Tipeee non plus. Et bien sûr, rejoignez le cercle des amis de Paye-Guerre. Maintenant, il y a un seul abonnement, un seul tarif. C'est tout simple. Et je serai ravie de vous retrouver sur ce cercle-là aussi. À très bientôt. L'entretien de Jacques Sapir arrive d'ici 3 jours. Et je vous retrouve pour une prochaine Mondoscopie la semaine prochaine, naturellement. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.